Ruptures historiques et sociologiques, la naissance de l'exception féminine guadeloupéenne. Pendant longtemps, on a expliqué la place des femmes dans la société à partir des traditions, des cultures ou des mentalités. Mais en Guadeloupe, l'histoire nous raconte autre chose. Elle nous dit que la place singulière des femmes dans la vie publique et politique ne vient pas seulement d'une volonté individuelle, ni même d'un combat féministe organisé au départ. Cette place des femmes dans la société guadeloupéenne vient avant tout d'une succession de ruptures. Des ruptures politiques, des ruptures économiques, des ruptures sociales, des ruptures dans les hiérarchies raciales. Chaque crise, chaque catastrophe, chaque révolution a fragilisé les structures établies et dans ces moments d'instabilité, les femmes ont avancé. Elles ont pris des responsabilités, elles ont occupé des espaces laissés vacants, elles ont organisé la survie des familles, des communautés, notamment par les réseaux de solidarité. Autrement dit, le féminisme guadeloupéen et la place des femmes dans la société guadeloupéenne ne se sont pas construits seulement dans les discours. Il s'est construit dans l'action, dans l'urgence, dans la nécessité. C'est pourquoi, pour comprendre l'exception féminine guadeloupéenne, il ne suffit pas d'étudier les femmes. Il faut comprendre l'histoire de cette société et l'histoire des ruptures qui ont façonné la société guadeloupéenne. Car en Guadeloupe, ce sont les crises et les ruptures qui ont ouvert des portes que les femmes ont pu franchir. Lorsque l'on observe l'histoire de la Guadeloupe, un mot revient sans cesse, la rupture. Rupture, certainement, on l'a déjà dit, politique, économique, sociale, raciale, mais aussi rupture dans les rapports de pouvoir entre les hommes et les femmes. La première rupture, dès la première tentative de colonisation française, les choses commencent mal. En 1634, sous l'impulsion du cardinal Armand Jean Duplessis de Richelieu, une mission d'inspection recommande la Guadeloupe comme lieu idéal pour fonder une colonie. Mais l'expédition qui part de Dieppe est composée en grande partie de personnes inexpérimentées, vagabonds, repris de justice, colons sans formation. Très vite, la famine et les maladies déciment plus de la moitié des membres de l'expédition. Les chefs de cette mission, Charles Liénard de l'Olive et Duplessis, ne s'entendent pas. Liénard de l'Olive est autoritaire et violent et déclenche des conflits avec les populations autochtones trouvées en Guadeloupe. La colonie Guadeloupe plonge alors dans le chaos. La greffe coloniale prend mal. Pendant ce temps, l'installation à la Martinique, par comparaison, se fait différemment. L'expérience acquise en Guadeloupe permet en Martinique une organisation plus efficace. Ainsi, progressivement, la Martinique devient le centre administratif et économique des colonies françaises dans la région. En 1713, cette situation est officialisée. La Martinique devient la capitale des îles, tandis que la Guadeloupe se retrouve dans une position subordonnée. Les navires négriers accostent d'abord en Martinique, qui sélectionne les esclaves les plus robustes. La Guadeloupe reçoit des fins de convoi avec des nègres dits de rebut, car vus comme plus féroces, moins dociles. Face à ces contraintes, les colons guadeloupéens développent une stratégie de survie, la contrebande.
Ils commercent avec des îles étrangères, notamment avec les Hollandais. Cette pratique deviendra une caractéristique durable de la société guadeloupéenne, une capacité à contourner les règles imposées par le pouvoir central. Déjà se dessine une différence profonde entre la Martinique et la Guadeloupe, entre les deux sociétés. Une Martinique structurée, hiérarchisée et stable, et une Guadeloupe plus fragile, mais aussi plus rebelle et plus inventive. Une autre rupture majeure intervient avec la Révolution française. Le 4 février 1794, la Convention abolit l'esclavage dans les colonies françaises. Cette décision s'applique en Guadeloupe, mais pas en Martinique, où les maîtres préfèrent s'allier aux Anglais pour ne pas abolir l'esclavage, car l'esclavage n'était pas aboli en Angleterre. En Guadeloupe, à l'abolition de 1794, l'application des idées révolutionnaires bouleverse profondément la société. Une grande partie de l'élite blanche est décapitée ou émigre, la structure sociale de la Guadeloupe est déstabilisée. Sous l'autorité de Victor Hugues, la répression contre les colons insurgés est sévère. Des familles entières sont décimées, la société guadeloupéenne se transforme. Cette rupture explique notamment une différence importante entre les deux îles. Contrairement à la Martinique, la Guadeloupe ne possède pas de caste durable de grands propriétaires blancs appelés béquets. Les ruptures ne sont pas seulement politiques, elles sont aussi naturelles et économiques. À cette époque, la Guadeloupe subit régulièrement des catastrophes, cyclones, tremblements de terre, crises agricoles. Le tremblement de terre du 8 février 1843 détruit plus de 400 sucreries. La plantocratie guadeloupéenne s'affaiblit encore plus. Puis arrive la crise sucrière des années 1880 liée à la montée du sucre de betterave en Europe. Beaucoup d'habitations sucrières disparaissent faute de moyens pour se moderniser. C'est alors que les capitaux métropolitains, venant donc de France hexagonale, prennent une place dominante dans l'économie guadeloupéenne et reconfigurent la détention du capital. Contrairement à la Martinique, où les béquets conservent le contrôle économique, la Guadeloupe voit son économie passer sous influence extérieure. À partir de la fin du XIXe siècle, les idées républicaines progressent rapidement en Guadeloupe. Les élites blanches se retirent progressivement de la vie politique. C'est dans ce contexte qu'émerge un leader noir, Hégésippe Légitimus. Il fonde un mouvement politique autonome et devient en 1898 le premier député noir de la Guadeloupe. En 1904, il devient maire de Pointe-à-Pitre. En Martinique, par comparaison, il faudra attendre 1945 pour qu'un homme noir accède à la fonction de maire et ça sera Aimé Césaire. Les ruptures économiques ont entraîné des ruptures dans l'organisation politique. Cette avancée des Noirs en politique témoigne d'une société guadeloupéenne moins ordonnée, moins hiérarchisée que sa voisine martiniquaise. Toutes ces ruptures au sein de la société guadeloupéenne ont transformé les rapports entre les hommes et les femmes. Il faut savoir que dans les périodes de crise ou de révolution, les normes sociales sont bousculées. De nouveaux espaces d'expression s'ouvrent. L'historienne Joan Wallace Scott explique que les ruptures au sein de la société permettent souvent aux femmes de revendiquer leurs droits
et de modifier les rapports de pouvoir. En Guadeloupe, cette dynamique est visible dès la guerre de 1802 lorsque Napoléon décide de rétablir l'esclavage. La résistance s'organisera autour de figures emblématiques comme Louis Delgrès et sa compagne Marthe-Rose Tautou. Une autre figure de la rébellion de 1802 en Guadeloupe est une femme nommée la mulâtresse Solitude. Figure emblématique de la rébellion de 1802 en Guadeloupe, elle serait venue rejoindre les rebelles à Pointe-à-Pitre avant d'être faite prisonnière lors de l'attaque du camp Palerme par le général Gaubert le 23 mai 1802. Solitude participera au combat malgré sa grossesse. Elle sera arrêtée et exécutée en 1802. Son histoire sur laquelle demeurent des zones d'ombre est devenue le symbole des femmes dans les luttes de libération. Le chant des solidarités, le premier lieu d'expression politique des femmes. L'arrivée continue d'esclaves d'une même ethnie dans différentes plantations a permis en Guadeloupe la reconstitution de rituels d'origine africaine au sein de ce qui a été appelé les confréries noires. Ces confréries étaient des rassemblements institutionnalisés et hiérarchisés d'esclaves. Les confréries noires ont existé en Guadeloupe jusqu'au début du XXe siècle et ont été le socle de formation des petites mutuelles qui ont fleuri en grand nombre à la faveur de la charte de la mutualité de 1898. Ces organisations mutualistes structurées autour de la solidarité, de la prévoyance et de l'aide face à la mort regroupaient un grand nombre de femmes qui étaient les chevilles ouvrières dans le lien social de proximité. C'est ainsi que, dès 1845, bien avant l'abolition de l'esclavage, l'association Les Grenats, qui existe encore, est répertoriée à Petit-Bourg et constitue pour les autorités un danger du fait de la ferveur qu'elle suscite chez les esclaves qui montrent une grande détermination pour y adhérer. De nombreuses sociétés mutualistes vont se développer sous l'impulsion des femmes et prendront des noms comme par exemple le Sou des pauvres en 1902, le Sou des dames en 1905, le Cuistot mutuel en 1916 ou le Sou des ménagères en 1914. La participation et l'implication des femmes dans les sociétés mutualistes a fortement favorisé leur rapprochement avec le monde politique. En effet, bien que ces organisations aient été initialement perçues comme des initiatives à caractère social, elles étaient directement ou indirectement liées à la politique grâce à des solidarités transversales et horizontales. En Guadeloupe, il existe une corrélation entre les sociétés mutuelles féminines et les premières formes d'organisation politique des femmes. Lors de la grève de février 1910 en Guadeloupe, il a été remarqué que dans la commune de Petit-Canal, il y a lieu de signaler la protestation des ouvrières agricoles contre l'inégalité des salaires. Elles réclament 1,50 franc pour la journée de travail. Elles déclarent qu'elles travaillent autant que les hommes. Bien que les femmes issues des colonies n'étaient pas autorisées à exercer leur droit de suffrage, elles furent toutefois impliquées dans les luttes politiques. Outre cette contribution indirecte au processus électoral, certaines femmes des Antilles françaises réclamèrent le droit de vote à travers des initiatives locales. La création de 2 périodiques, Pointe-à-Pitre entre 1911-1912 et l'Écho de Pointe-à-Pitre entre 1918 et 1921,
témoigne de l'engagement d'un groupe de femmes guadeloupéennes en faveur de cette cause dès les premières années du XXe siècle. Le vote des femmes ne faisait pas l'unanimité dans la société. Certains hommes y étaient opposés et traitaient cette question avec ironie, estimant que les femmes n'étaient pas mûres pour ce nouveau droit. Les femmes, dans le journal Pointe-à-Pitre, n'hésitaient pas à porter la contradiction de façon cinglante à ceux qui mettaient en doute leur capacité à jouir du droit de vote. C'est ainsi que, dans le journal Pointe-à-Pitre, numéro 8, du 30 janvier 1912, Suzanne Gall fit cette réponse dans les colonnes du journal. Quoi? Vous voulez arrêter l'élan de toute une génération qui se réveille, qui est en marche? Mais vous ne croyez pas que les éléments même du temps sont avec nous? Si vous ne voulez pas du progrès, vous aurez des révolutions. Après que les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, lors des premières élections en 1945, Eugénie Télébroué devient députée. Elle fait partie des premières femmes élues de l'histoire française. Ensuite, elle est nommée déléguée à l'Assemblée constituante provisoire, puis devient députée de Guadeloupe des deux assemblées nationales constituantes entre 1945 et 1946. Aux élections législatives du 10 novembre 1946, les électeurs de Guadeloupe élirent Rosan Girard, Paul Valentino et Gerty Archimède comme députés. En Martinique, ce sont Aimé Césaire et Léopold Bissol qui furent élus députés. La Guadeloupe comptait déjà 2 femmes députées en 1946. Plus tard, d'autres femmes accèdent à des responsabilités politiques importantes comme Albertine Baclé, qui se présente aux élections municipales à Saint-Louis-de-Marie-Galante et qui fut maire de 1959 à 1971. Elle fut aussi conseillère générale du canton de Saint-Louis-de-Marie-Galante dès 1958. Elle devient députée en 1967. Elle siège à l'Assemblée nationale jusqu'en 1968, puis arrivent plus récemment en politique des femmes comme Lucette Michaud-Chevry, Mona Cados, Georges Tarère, Gabrielle Louis Carabin, Jeannie Marc. Pour comparaison, on peut noter que Eugénia Charles, qui a été la première femme élue au poste de première ministre dans la Caraïbe, a été première ministre de la Dominique de 1980 à 1995. Une autre comparaison, la première femme maire de la Martinique est élue en 2008 et la première députée en 2017. Dans les années 1970, une nouvelle période de rupture apparaît en Guadeloupe avec les luttes sociales et syndicales. En 1970 naît l'Union des travailleurs agricoles, une organisation qui se définit comme un syndicalisme de rupture. Elle mobilise ouvriers agricoles, paysans et militants politiques. Les femmes y jouent un rôle essentiel aux côtés de figures comme Rosan Mougnet, Sonny Rupert, Roland Anduze et le père Chérubin Céleste. Dans le même temps, des transformations culturelles importantes se produisent. À Sainte-Rose, le créole et le grouka font leur entrée dans l'église grâce aux femmes qui animaient l'église de cadettes. C'est une rupture symbolique majeure, la reconnaissance de la culture populaire dans un espace institutionnel et profondément conservateur. Quelques-unes de ces femmes qui sont encore vivantes sont Ninette Matoura-Parsad, Vénus Matoura-Parsad, Madame Panturabel, Mona Mélio, Lydia Marcin, Josie Saint-Martin, Raymond Saint-Garin, Julina Sopta,
Madame de la Réberdière, Suzy Anduze, Marie-Christine Mirkidal, Dany Ducosson, Dominique Mounier, Lisette Barfleur, Judy Dulac et bien d'autres que nous saluons. Dans les années 1980, le mouvement indépendantiste en Guadeloupe marque une nouvelle phase de tension. Des organisations comme l'Alliance révolutionnaire Caraïbe choisissent la lutte clandestine. Certaines femmes participent à ces mouvements, parfois au prix de leur liberté. Parmi elles, on peut citer Marilyn Peter, Leila Kassubi, Virginie Jéhu, Rose Faisan-Renac, Renée Élise, Marie-Georges Michel, Michel Fabre. Les membres de l'Alliance révolutionnaire Caraïbe ont été amnistiés le 12 juillet 1989. Cela signera la fin des actions de ce groupe. Ces femmes étaient considérées par leur organisation comme des prisonnières politiques. Ces engagements témoignent d'une constante dans l'histoire guadeloupéenne, la participation active des femmes aux transformations sociales. Les ruptures ont fragilisé les structures historiques et sociales en Guadeloupe, mais elles ont aussi ouvert des espaces de liberté, d'innovation et de mobilité sociale. Elles ont permis l'émergence précoce des leaders noirs en politique, une participation précoce et importante des femmes à la vie publique, une société moins figée dans ses hiérarchies sociales et raciales. Pour comprendre la place des femmes dans la société guadeloupéenne et plus précisément dans le débat public guadeloupéen, il faut comprendre l'histoire de la Guadeloupe et comment les ruptures en son sein ont ouvert des espaces où les femmes ont pu de plus en plus jouer un rôle majeur et déterminant. C'est donc comprendre que cette société a été façonnée par des crises qui ont entraîné des ruptures dans le continuum sociologique, idéologique, historique et racial et des recompositions permanentes. Alors, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet et rentrer un peu plus dans le détail, je vous propose de consulter mon dernier ouvrage, L'exception féminine guadeloupéenne, essai sur le féminisme guadeloupéen, paru aux éditions L'Harmattan.